un test de recrutement que j'ai créé pour Pôle emploi, le FAFIEC et l'AFPA. Ce test, il a la particularité d'être utilisable par des gens qui ne sont pas des développeurs, et pourtant c'est un test qui repose sur la technique, le code. Ce test, il va permettre de juger sur pièce. C'est désagréable ce bruit de vent pour vous. Est-ce que comme ça c'est mieux? Ouais, carrément. Parce qu'en fait, il vaut mieux mettre le micro près du nez. Et je les ai encore. Là? Oui. Donc ça permet de juger sur pièce les développeurs. On leur demande en fait de coder deux fonctions. Une fonction qui va permettre de tester la validité d'un email. C'est très simpliste, il faut juste vérifier s'il y a un arrobase, un point et une extension nom de domaine. Et une autre qui teste la première. Donc on s'approche des tests unitaires. Et pour ce faire, on va d'abord tester les soft skills, les compétences transverses des développeurs. On va vérifier notamment qu'ils sont capables de respecter une consigne. Donc il n'y a même pas besoin d'être développeur pour lire un texte et faire ce qui est dit dedans. On a 10 consignes. L'avant-dernière demande de ne pas réaliser le premier exercice. Étonnamment, 25% de la population testée échoue à ce test. Bon, c'est pas très grave. Alors, il y a aussi ceux qui essaient de réaliser la consigne, mais qui ne la comprennent pas bien. Et c'est pour ça qu'il est important que la consigne indique, et c'était le cas, qu'ils pouvaient revenir vers l'évaluateur pour se faire préciser des choses. Donc là, on a des gens qui ont échoué juste parce qu'ils n'avaient pas compris ce qu'il fallait faire. Autre soft skill, autre compétence transverse, la gestion du temps. Chez un développeur, c'est extrêmement important. On demandait juste deux choses. La première, c'est d'estimer le temps qu'on allait passer sur les tâches. Bon. Et la deuxième, c'était de noter le temps effectivement passé. À l'épreuve, avez-vous livré oui ou non une feuille de test? 25% de la population testée échoue. Sur la feuille de temps, il n'y a pas de feuille de temps. Excusez-moi, j'ai dit feuille de test, mais je voulais dire feuille de temps. Voilà, donc c'est encore une fois, on n'est même pas dans le code, quoi. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que le développement, c'est un sport d'équipe. Et on a besoin d'avoir des gens un petit peu fiables, des gens qui savent notamment communiquer. On peut mettre ce test en œuvre dans un contexte où les gens vont dans la même pièce et ont le droit de communiquer entre eux, puis on va voir ce qui se passe. Et là, on va voir ceux qui font « Non, non, laisse-moi tranquille, je veux finir mon test. Je joue solo. » Et il y a des bons samaritains. Ils vont aider tout le monde et ils vont oublier de finir leur tâche à eux. Et puis ce qu'on essaie de voir, c'est est-ce qu'on va avoir des gens qui vont certes faire preuve de solidarité, mais aussi être capables d'assumer la responsabilité de leur tâche et la terminer. Alors rentrons dans le vif du sujet, le code. N'importe qui va pouvoir le lire parce que justement un code bien écrit, c'est un code qui est lisible. Il parle, c'est du français presque, en l'occurrence c'est l'anglais. Il doit respecter le principe KISS, Keep it simple, stupid. Garde-le aussi simple que possible. Qu'est-ce que c'est qu'un code simple? C'est un code où les noms de variables sont des noms communs. Un code où les noms de fonctions sont des verbes à l'infinitif. Et quand c'est bien écrit, c'est même des petites phrases. Et du coup, on comprend tout de suite ce que fait la fonction, on comprend tout de suite quel est le traitement qu'elle réalise. La complexité algorithmique, c'est quelque chose qui coûte de la performance au programme, c'est quelque chose qui coûte de la qualité. On a plein de défauts quand on a une complexité algorithmique qui n'est pas adaptée au programme à réaliser. Et sur un exercice aussi simple que le fait de vérifier qu'un email est à peu près valide, on a plein de manières de le réaliser, c'est ça qui est intéressant dedans. Et quand on commence à voir des gens qui imbriquent 3 boucles, on se dit que là c'est peut-être un petit peu mal barré, effectivement, et en plus ça amène des bugs. Donc ça c'est un petit indice sur est-ce que j'arrive à penser et à faire simple, pour faire un code qui coûte pas cher. Et puis, il y a ceux qui pensent que la qualité, c'est de faire toujours tout au top, au maximum. Comme je connais un truc super compliqué qui fait tout, par exemple les expressions régulières, les regex, eh ben, j'ai juste à vérifier s'il y a 3 caractères dans ma chaîne, ben, je vais utiliser les regex pour faire ça. Donc on m'a livré un regex qui faisait à peu près 2-3 lignes. Là, j'ai pleuré. Je l'ai validé, j'ai testé. Juste pour vérifier un arrobase, un point, et une extension qui est dans un tableau, et non pas dans un regex. Voilà, donc j'ai eu l'intermédiaire entre les gens qui juste utilisent des fonctions sur les chaînes, et puis il y a des gens qui utilisent la regex, mais à bon escient, juste sur certaines portions, donc ils vont livrer des petits regex simples à lire. Voilà, c'est ce que j'attendais. Autre qualité d'un code qui se lit facilement,
ils respectent le principe Braille, don't repeat yourself. Donc on a des bouts de code suffisamment courts et qui font une seule chose à la fois. Une fonction fait une chose. Ce qui permet d'utiliser le code, et donc cette fonction, on va pouvoir, comme elle fait une seule chose, on va pouvoir la réutiliser ailleurs dans d'autres contextes facilement. A l'inverse, un code qui dépasse une page écran en hauteur et en largeur, il est difficile à lire, on est obligé de zapper dans la page, et ça rend vraiment le travail des gens qui doivent repasser sur ce code pour le maintenir très compliqué. Donc là, forcément, on pleure. Et la nuit, personne ne vous entendra pleurer. Un élément intéressant, c'est de regarder aussi comment les gens manipulent les types du langage. On a deux extrémités. Alors je ne vais pas me faire des amis dans la deuxième partie, mais c'est pas grave. La première, c'est les gens qui mettent tout dans les chaînes de caractères. Tout est chaîne de caractères, donc les nombres, les booléens, tout est chaîne de caractères. Okay, donc on est dans le laxisme complet, et on ne peut rien faire dessus, donc on ne sait pas ce qu'il y a vraiment dans notre variable. Il peut arriver n'importe quoi, donc je peux diviser des nombres par des chaînes de caractères, ça ne pose pas de problème au départ, jusqu'à ce qu'un jour un utilisateur saisisse une chaîne. Et puis à l'inverse, il y a des gens qui sont des férus du C, qui n'ont pas quitté le 19e siècle de la programmation. Et ils pensent que le type booléen n'existe pas. C'est des négationnistes. Donc eux, quand il s'agit de vérifier si quelque chose est vrai ou faux, ils vont utiliser des nombres. Si tu as déjà fait l'expérience de faire la même chose en bash, 0 et 1 c'est exactement inversé. Et donc true devient false et false devient true. Ça c'est un petit peu dommage. Et puis ces types booléens ont été inventés, c'est justement pour simplifier la programmation et la rendre plus sûre. Donc ça serait intéressant que les gens s'y mettent. J'aime bien celui-là. Ouais. Pour moi, un code vraiment intéressant, et c'est pour ça que n'importe qui va pouvoir utiliser la grille que je vous fournis sur SlideShare. C'est un code qui parle tout seul, donc on n'a presque pas besoin de commentaires. Quand je vois des gens rajouter du style Javadoc, donc permettre une documentation automatique du code, là c'est merveilleux. Et puis au moins entre les deux, des personnes qui nous indiquent quelle est leur intention. Le mieux, c'est quand la personne a d'abord écrit l'algorithme sous forme de commentaire, et ça se voit quand on le relit. Même un néophyte, quand il compare plusieurs codes, il voit tout de suite la différence. Donc quelqu'un qui écrit d'abord l'algorithme, il sait ce qu'il va faire. Et du coup, il va le faire bien et simplement. Et ensuite, entre les lignes de son algorithme qu'il a mis en commentaire, il va écrire le code technique qui sert à réaliser l'algorithme. Voilà. Pour ça, du coup, c'est un code qui nous parle. On a l'auteur qui parle à son moi futur, celui qui va débugger le code, et qui lui dit voilà ce que j'ai eu l'intention de faire d'un point de vue métier, voilà pourquoi j'ai utilisé telle fonction, voilà où j'ai trouvé ce bout de code, parce que je l'ai rarement inventé moi-même, souvent j'ai un peu pompé ailleurs, quoi. Et là, ça va devenir facile à maintenir, et c'est un code qui va coûter pas cher aussi à créer. La grille comporte 4 points essentiels. En fait, ce qu'elle cherche à vérifier, c'est les 4 axes de la gestion de projet, les coûts, la qualité, les fonctionnalités et les délais. Donc un code simple, bien écrit, c'est un code qui va coûter pas cher à développer, parce qu'il va utiliser la solution la plus simple nécessaire pour réaliser la fonctionnalité. Ce sera un code de qualité, parce qu'un code simple qui n'est pas alambiqué, il a moins de défauts potentiels, et il devient aussi plus facile de s'assurer de sa réelle qualité. On a parlé du fait qu'on allait tester cette fonction, notamment. Donc si elle est bien faite, elle fait une seule chose, on va la tester plus facilement. C'est un code qui va réaliser la fonctionnalité qu'on a demandé aux développeurs de coder. Il y a des gens qui livrent du code qui marche bien, qui n'a pas de bug, mais qui fait juste pas ce qu'on voudrait. Et c'est un code aussi qui va permettre de respecter les délais. Puisque cette personne, elle saura combien de temps à peu près elle met, elle enrichira ses tabacs, et elle donnera de la visibilité sur ce qu'elle fait. J'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ? Merci Mickaël. On trouve vraiment des développeurs à Pôle emploi. C'est pas normalement le circuit en fait où les boîtes que je peux voir vont aller voir en fait pour trouver des développeurs. Est-ce qu'on en trouve? Est-ce que toi tu as des exemples ou pas? Il y a un turnover très fort sur notre métier. Il y a beaucoup de gens qui en fait on est des hyper spécialistes par langage. Donc on trouve des gens qui ont travaillé longtemps sur des technologies un peu anciennes et comme COBOL, RPG, qui ont du mal à enchaîner sur les nouvelles technologies. On trouve des gens qui ont fait des écoles mais qui n'ont pas trouvé du travail assez rapidement après l'école. Donc c'est un des enjeux sur lesquels essaie de travailler en ce moment le FAFIEC. C'est répondre aux demandes de main-d'œuvre qualifiée en fait
des entreprises, essentiellement des CS2I, il n'y a pas que les CS2I qui adhèrent au FAFIEC, et leur donner cette main-d'œuvre. Et le moyen le plus rapide, c'est évidemment d'aller chercher la main-d'œuvre là où elle est, et malheureusement en ce moment elle est un petit peu au chômage, mais c'est une main-d'œuvre qui n'a pas travaillé récemment, qui n'a pas travaillé sur la technologie attendue. Donc on met en place des opérations soit individuelles, soit collectives. Et il y a énormément d'écoles qui travaillent là-dessus, il y a les MIE qui travaillent là-dessus, il y a les NI à Nantes aussi. Ça devient des axes forts en ce moment de la formation des développeurs. Éviter cette hémorragie de développeurs qui en font 5-10 ans, sont un peu usés, puis passent à autre chose, on ne retrouve pas de travail. Et faire en sorte de les réinjecter dans le circuit, parce que ça coûte moins cher de former quelqu'un 2 mois que de reprendre un petit jeune. Il faut former des jeunes aussi, et surtout des filles. J'aimerais bien qu'on voit plus de filles dans les formations. Des filles jeunes et des filles moins jeunes. On n'est pas raciste. Et donc, ça coûte beaucoup moins cher de former quelqu'un en 2 mois, et puis c'est des gens qui ont l'expérience de ce métier. Voilà. Donc oui, est-ce qu'on trouve des développeurs à Pôle emploi? Est-ce qu'on trouve des informaticiens à Pôle emploi? On en trouve trop. Et en ce moment, c'est surtout des gens qui viennent du réseau, dont on s'attend à ce qu'ils soient obligés de faire leur mue en fait, pour aller vers le développement. Donc pour nous qui ont du web, c'est intéressant de leur confier du réseau. Tout à fait, tout à fait. Mais il faudra qu'on fasse l'effort d'aller un peu vers eux et de leur permettre de s'adapter à nos métiers, qui sont très techniques. C'est vrai que quelqu'un qui a été formé 2 mois ou même 1 an, par exemple à Java, il n'est pas opérationnel, on le sait. On mise sur lui. C'est sûr. Merci beaucoup, Miguel. Personne n'a de questions? Non. Merci, Mickaël.